Non, 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 là, non, pas du tout, je fais jamais ça. Quand j'avais 12 ou 13 ans, ma mère m'a emmenée en vacances en Espagne, à Lloret de Mar. Une station balnéaire très touristique à quelques kilomètres de Barcelone. Je me rappelle avoir été intimidée par tous ces jeunes hommes qui ne se déplaçaient qu'en bande, avec parfois quelques filles avec eux. Ces garçons, ils avaient peur de rien. Ils riaient fort en buvant des coups sur la plage. Ils se lançaient des défis dans la mer. Et ils se préparaient à peine à sortir en boîte quand moi je rentrais me coucher vers 23h. En les observant, j'avais des étoiles dans les yeux. Je me disais, moi quand je serai grande, j'y serai moi aussi. Je partirai tout l'été avec mes potes et ce sera les plus beaux moments de ma vie. J'étais loin d'imaginer que ces vacances qui paraissaient si spontanées, si joyeuses, étaient en fait régies par des règles qui écrivent toutes les interactions à l'avance. Et j'imaginais pas que si j'avais fait le même voyage à 17 ou 18 ans, j'aurais vite vu l'envers du décor. Je m'appelle Naomi Titi et vous écoutez l'épisode numéro 116 des Couilles sur la table, le podcast qui explore les masculinités créé par Victoire Tuaillon. Dans cet épisode, on vous propose de prendre votre maillot, vos lunettes de soleil et votre parasol pour embarquer aux côtés des mecs qui voyagent en bande pendant l'été. Si ça nous intéresse, c'est parce que la fête, les vacances, ce ne sont pas des moments et des espaces détachés du reste de la vie. Ils prolongent ce qui se passe dans notre quotidien, amplifient les dynamiques d'exclusion, les hiérarchies entre hommes, les normes autour de l'hétérosexualité et de la séduction. Au-delà du plaisir, du soleil ou de la camaraderie, il y a aussi la violence masculine, homophobe ou raciste. Pour en parler, le journaliste Talma Desta reçoit l'anthropologue Alix Boireau. Bon épisode. En juillet 2023, à Bayonne, un habitant est mort après avoir été violemment agressé par un groupe de jeunes hommes en pleine fête, simplement parce qu'il leur avait demandé d'arrêter d'uriner sur son palier. Quelques jours plus tôt, pendant ces mêmes fêtes de Bayonne, il y avait eu plus de 900 interventions, dont plusieurs pour viol et agressions sexuelles. On pense aussi à l'affaire de la Manada en Espagne, en 2016, un viol collectif subi par une jeune femme pendant les fêtes de Pampelune, qui avait déclenché une vague d'indignation énorme et poussé le pays à changer sa législation sur les violences sexuelles. Chaque été, on retrouve les mêmes histoires, un peu partout. Dans les festivals, sur les plages, dans les stations balnéaires, tous ces lieux de tourisme festif qu'on associe à la détente et à la déconnexion concentrent pourtant les violences sexuelles et la domination masculine. Dans cet espace de vacances qui ressemble à une parenthèse, une bulle où tout est permis, ce sont les femmes qui paient le prix de l'abolition des règles. L'association Consentis a sorti une étude en 2018 qui nous apprend que 60% des femmes ont été victimes d'agressions ou de harcèlement sexuel en milieu festif. Et 57% d'entre elles ne se sentent pas en sécurité quand elles sont seules dans ces lieux. Mais alors pourquoi les espaces de tourisme festif, censés être légers et insouciants, produisent autant de violence ? Comment est-ce que la fête, d'autant plus à l'étranger, devient un terrain d'affirmation virile ? Quels rituels, quelles épreuves marquent cette manière de devenir un homme entre potes ? Et comment les femmes deviennent, dans ces contextes-là, des objets de validation entre mecs ? Alors justement, mon invitée d'aujourd'hui, Alix Boireau, s'intéresse depuis des années à ces questions. Elle est anthropologue et docteure de l'école des hautes études en sciences sociales et membre du laboratoire du CESTIM à Marseille. Elle travaille notamment sur les normes de genre et de sexualité dans un contexte de loisirs, donc de vacances ou de fêtes pour ne prendre que ces deux exemples. Et elle analyse ce que ces moments racontent des rapports genrés de pouvoir. Bonjour Alix. Bonjour. En 2020, vous avez publié une thèse absolument passionnante qui s'appelle « Là où vont les garçons ».
qui est en fait le résultat d'un travail d'enquête que vous avez mené à Lloret de Mar, sur la Costa Brava en Espagne, qui est considéré comme un haut lieu du tourisme festif européen. Et donc pendant plusieurs semaines étalées sur plusieurs années, vous avez suivi des groupes de jeunes, principalement des garçons, qui sont venus entre potes pour boire, faire la fête et évidemment trouver des partenaires sexuels. Et ce que vous avez observé, ce sont des rituels de virilité, des scènes de séduction très chorégraphiées, des dynamiques entre hommes qui rejouent et renforcent les codes de la virilité. Alors pour commencer, pour qu'on puisse se projeter dans votre terrain d'enquête, est-ce que vous pouvez nous poser le décor de cette station balnéaire espagnole dans laquelle vous avez réalisé votre thèse? C'est quoi l'ambiance du lieu? On y croise qui? On y fait quoi? Alors, faut bien voir que Lloret de Mar, la journée, c'est une station balnéaire assez classique en fait, avec une vieille ville mignonne, des familles qui vont à la plage, des boutiques de souvenirs, etc. Et c'est le soir en fait que les choses vont se déplacer. L'ambiance va changer, l'agitation touristique va se déplacer vers la Riera, qui est la grande avenue qui mène à la plage, où on va trouver une quinzaine de boîtes de nuit, plusieurs dizaines de bars, donc sur cette avenue et sur les petites rues perpendiculaires. Et à partir de 22h, cette avenue est remplie de jeunes Européens qui sont plutôt très ivres assez tôt. Et qui viennent d'où alors? Quel pays? Qui viennent principalement des Pays-Bas, d'Allemagne et de France. Mais il y a d'autres nationalités, mais c'est vraiment les plus représentées. Pour vous faire un petit portrait sociologique, on va dire, ils ont à peu près entre 17 et 23 ans. Donc vous l'avez dit, ce sont majoritairement de jeunes hommes, plutôt de classe populaire, de classe moyenne, et venant plutôt de petites villes ou de zones rurales, pas vraiment des grandes villes. Et donc la nuit, on les retrouve déambulant de bar en bar, de club en club, et occupant l'espace de la rue. Et sur cette avenue, la nuit, on va retrouver aussi les travailleurs de la nuit, donc les vendeurs de roses, les travailleuses du sexe, les videurs devant les entrées des clubs, les rabatteurs de maisons de passe, qu'on appelle des putti clubs en Espagne, et des rabatteurs et rabatteuses de boîtes de nuit. Donc ces personnes-là sont employées par les clubs pour convaincre les passants, les jeunes touristes, de venir faire la fête chez eux. Et j'en ai moi-même fait partie, puisque je suis restée donc en tout 16 mois à Lloret de Mar, étalée sur 4 ans, 4 étés. Et pendant un temps, donc, j'ai été employée comme rabatteuse pour faire ce qu'on appelle en anthropologie une observation participante et être au plus près du terrain. Pourquoi vous avez considéré que cette station balnéaire, c'était un endroit de choix pour étudier les masculinités? Alors, plusieurs raisons. La plus évidente peut-être, c'est, comme je vous l'ai dit, donc il y a une majorité de jeunes hommes qui viennent à Lloret de Mar. Également parce que c'est une station, comme toutes les autres destinations de tourisme festif d'ailleurs, qui porte un imaginaire très sexualisé et très genré. En fait, le marketing vise vraiment les hommes hétérosexuels, avec des femmes dénudées dans des poses suggestives, etc. Et au-delà du marketing, c'est vraiment quelque chose qui a été très intériorisé par les jeunes touristes, ça ressort très clairement sur le terrain, avec des réflexions comme Lloret, c'est un Tinder géant, ou ceux qui viennent en couple à Lloret n'ont rien compris. Ça, c'est vraiment des choses qui reviennent très souvent. Et quand vous dites que le marketing, il est tourné vers ces jeunes hommes, c'est-à-dire quelle forme ça prend dans l'iconographie de la pub autour de Lloret? Alors, ça reprend toute une imagerie qui vient du Spring Break états-unien, en fait, qui est sans doute le modèle, en tout cas ce qui est le plus connu de ce genre de tourisme. Donc le Spring Break qui signifie littéralement vacances de printemps. En effet, littéralement vacances de printemps, mais qui, depuis à peu près les années 60, aux États-Unis, est devenue aussi une tradition festive, donc où une partie des étudiants et étudiantes états-uniens vont aller dans des stations balnéaires, la plus connue étant Cancún au Mexique pour ça, pour faire la fête, donc vraiment des fêtes monstres, c'est une sorte de gros festival. Ça a une ampleur moindre en Europe, mais ça s'appuie en tout cas sur cet imaginaire et cette imagerie. Donc avec vraiment l'idée qu'on va avoir des femmes en bikini partout qui se promènent et qui sont là pour faire la fête. Et donc voilà, que c'est finalement un espace de rencontre hétérosexuelle de choix. Et puis le fait aussi que ce soit des personnes qui viennent de toute l'Europe et on va dire de milieux assez ordinaires. Voilà, je vous disais, classe populaire, classe moyenne, d'un peu partout. Donc c'est une façon aussi de venir étudier les masculinités, on va dire, classiques, ordinaires, mais dans un milieu touristique. Et alors, vous définissez Lloret de Mar comme une hétérotopie masculiniste. Qu'est-ce que vous entendez par là? Déjà, qu'est-ce que les jeunes touristes hommes viennent y chercher très concrètement?
Alors, l'hétérotopie, c'est un concept qui vient de Michel Foucault. Littéralement, ça veut dire un lieu autre. Hétérotopos. Donc, c'est un espace réel qui est perçu comme décalé des normes habituelles. Donc, dans les destinations de tourisme festif, on a vraiment un espace qui a investi un imaginaire qui fait croire qu'on pourrait se comporter autrement, où les règles habituelles ne s'appliqueraient plus, notamment les règles sur les rapports hommes-femmes. Alors, Ayoret, ça s'appuie en plus sur une certaine exotisation de l'Espagne, qui est vue comme un pays festif où les habitants font la fête, etc. Donc quelque chose qui serait culturel. Et même une érotisation de l'Espagne, dans le sens où il y a une projection d'un pays où les mœurs seraient plus permissives. C'est dû en partie au fait que la prostitution et les maisons de passe ne sont pas illégales, c'est un vide juridique en fait, en Espagne. Pour revenir sur la question des motivations principales, faire la fête, ça se traduit par boire beaucoup, boire trop, s'amuser entre amis, mais au-delà de ça, on a donc des attentes d'une atmosphère propice à la séduction. Et sur la question de l'hétérotopie, ce qui est intéressant, c'est que l'hétérotopie, c'est un miroir. Donc le lieu autre dépend de ce qu'on entend par le lieu ordinaire. Donc on va pouvoir projeter différentes choses sur ce lieu. Donc, moi, j'ai étudié plusieurs projections, disons. Quand on étudie les espaces festifs comme hétérotopie masculiniste, c'est partir de ceux qui projettent sur ce lieu l'idée que c'est un paradis pour hommes hétérosexuels. Et donc, ce paradis pour hommes hétérosexuels, c'est un lieu où on va entre hommes et où on rencontre une pleine disponibilité des femmes. Et on peut considérer donc que ce fantasme, il repose sur une lecture masculiniste du monde, puisque, en miroir, le monde ordinaire serait donc le monde où les femmes ne sont pas disponibles, parce qu'elles se refusent sciemment aux hommes pour garder leur pouvoir. Donc Ayoret et le tourisme festif, c'est des espaces qui sont projetés comme des espaces où on peut séduire facilement. Il y a vraiment l'idée, pour beaucoup de touristes, pas pour tous heureusement, que le sexe fait partie du séjour, qu'ils sont là pour faire la fête, mais aussi pour avoir des rapports sexuels, et que c'est quasiment inclus dans l'offre touristique en réalité. Mais alors du coup, là, ce sont les motivations des hommes. On comprend bien qu'il y a visiblement beaucoup plus d'hommes que de femmes qui viennent dans cette station balnéaire. Mais les femmes qui viennent, elles viennent pourquoi ? Enfin, est-ce qu'elles ont les mêmes motivations que les hommes ou pas du tout ? Ça peut arriver. Il y a des femmes qui se rendent pas tellement compte en fait qu'elles sont dans cet espace-là qui est certes festif, mais un peu plus que ça. Et donc, ils sont un peu perdus et qui souvent déchantent beaucoup à leur arrivée. Il y a des femmes qui savent très bien que c'est une ambiance un peu spring break, etc., qui viennent aussi pour cette raison-là et dans une optique de séduction. Parmi celles-là, il y en a certaines aussi qui vont avoir du mal à s'adapter parce que c'est quand même très particulier, Ayoret. Mais voilà, généralement, elles viennent quand même dans une station balnéaire pour, faire la fête, la plage, etc., mais elles n'ont pas forcément les mêmes projections quand même. Et alors pour revenir vers ces jeunes hommes, est-ce que leurs attentes sont déçues une fois qu'ils arrivent à Ayoret ou est-ce que le fantasme correspond à la réalité ? Alors disons qu'au niveau festif, on va dire que leurs attentes sont rarement déçues. Bien sûr, il y a des déçus, mais il y a effectivement des grands clubs, des showcases de DJ connus, de rappeurs, des soirées mousse, la plage, enfin tout ce qu'on leur a vendu. Par contre, pour la question sexuelle, on va voir que en réalité, il y a peu de relations sexuelles occasionnelles à Ayoret. Et ça, on le sait, notamment via des enquêtes de santé publique, alors qui se sont passées plutôt en Australie, aux États-Unis, sur donc les spring break ou ce genre de choses. Des enquêtes de santé publique donc qui s'intéressaient aux risques liés au spring break. Donc à la fois les risques liés à la consommation d'alcool et puis ceux liés aux éventuelles relations sexuelles non protégées. Et en fait qui ont montré qu'il y avait peu de rapports tout court. Et c'est aussi de toute façon ce qui ressort sur mon terrain et sur le terrain d'autres sociologues ou anthropologues qui ont travaillé sur le tourisme festif. Donc il y a un décalage entre attente et réalité qui amène un doute sur soi, en général, peu de doute sur le fait que c'était illusoire, mais ils vont plutôt se dire « mais enfin, pourquoi moi, est-ce que je n'y arrive pas alors que tout le monde m'a dit que ici c'était facile ?» Donc ils sont dans l'illusion que les autres hommes, par contre, accèdent à cette surdisponibilité sexuelle des femmes, juste pas eux, quoi. Tout à fait, oui. Quand on en parle, ils vont me demander en tout cas, mais est-ce que tu en as parlé aux autres ? Est-ce que les autres y arrivent, etc. C'est assez difficile de faire tomber cette illusion-là. Et ils vont être très très déçus. Il y a un jeune homme qui m'avait dit par exemple « Ah mais en fait les filles elles sont pareilles qu'ailleurs.
parce qu'ils pensaient vraiment qu'elles allaient répondre à ces avances un peu magiquement. Donc voilà, il y a cet imaginaire sexuel qui est vraiment extrêmement fort. Et alors, vous décrivez Liorette comme un espace-temps privilégié de construction de la masculinité hétéronormative. Par quel rite et par quelle pratique elle passe cette construction dans cet espace quand même très spécifique de la fête, loin du domicile de ces jeunes hommes ? Il faut voir que pour beaucoup, c'est le premier voyage entre amis à l'étranger en réalité. Il y en a beaucoup qui vivent chez leurs parents, donc ils ont vraiment une sensation de permissivité très importante. Puis comme vous disiez, il y en a qui sont mineurs en fait. Il y en a qui sont mineurs, oui, et qui réussissent à entrer quand même en boîte de nuit parce que c'est assez relâché, faut le dire. Donc voilà, c'est vraiment perçu comme un temps à part, en fait, ce moment-là, comme une parenthèse festive intense qui précède la vie adulte. Et ça s'inscrit dans un temps qu'on va dire hétéronormé, dans le sens où pour les jeunes touristes, c'est quelque chose, ces vacances festives, qu'il faut faire avant 30 ans. Si on vient à Lloret-de-Mar l'été pour ce genre de choses. C'est comme un rite de passage un petit peu ? C'est exactement un rite de passage. Il faut le faire avant, en fait, de se ranger, de se mettre en couple monogame, de faire des enfants, etc. Après, on pourra plus faire la fête. Pourquoi pas partir en tourisme festif, parce que ça veut dire profiter de sa jeunesse d'une façon qui fait écho à des normes sociales sur la jeunesse masculine, en tout cas, qui sont particulières aussi à notre époque, mais voilà, donc consommer beaucoup d'alcool, multiplier les partenaires, et cette grande importance des amis aussi qui sont centraux à ce moment-là, pendant la jeunesse, et cette centralité va se décaler ensuite vers le couple. Et donc avant ça, il faut profiter, et il faut aller à Llorette, faire la fête. Mais là, du coup, vous parlez des groupes qui sont principalement composés d'hommes, mais j'imagine qu'il y a aussi des groupes mixtes, même s'ils sont minoritaires. Qu'est-ce qui se passe pour ces groupes-là dans lesquels il y a des filles ? Alors, les groupes mixtes sont minoritaires, effectivement. La plupart des groupes mixtes, ce sont les habituriens, en fait, donc les jeunes Allemands qui viennent de faire leur Abi, qui est l'équivalent du bac. Et donc, eux, ils restent entre eux, en fait. Ils viennent vraiment en classe, en promo, pour fêter la fin du bac, enfin de l'Abi. Et eux, ils vont rester entre eux. Vous me disiez en préparant l'entretien que la plupart des groupes de garçons, en fait, laissaient leurs amies filles sur place dans le pays d'origine, donc ils ne les emmenaient pas en vacances avec eux, quoi. En effet, ça c'est très intéressant et assez paradoxal, c'est que, en fait, les groupes, même quand ils sont mixtes, les groupes amicaux, vont se reformer dans un entre-soi masculin, donc les filles vont être exclues. Alors les touristes me disent, il y a deux principales raisons, disons, c'est le fait que s'il y a des filles, ils vont pas pouvoir profiter comme ils veulent parce que ils vont devoir faire attention à ce qu'ils disent, ils vont pas pouvoir aller séduire, etc. Donc ils vont pas pouvoir être misogynes comme ils veulent. Exactement, D'accord. On peut le dire comme ça. Et aussi, il va falloir les protéger parce que les autres hommes vont vouloir les embêter, etc. Donc il va falloir faire attention à elles, donc ça va les empêcher de profiter. Donc, en fait, il y a quelque chose d'assez drôle, finalement, c'est qu'ils partent pour séduire des femmes, mais dans un entre-soi masculin qui crée, en fait, presque mathématiquement, le fait qu'il y a quasiment que des hommes. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre thèse, c'est de voir comment, sur votre terrain, les garçons, ils sont perpétuellement en train de négocier leur place dans la masculinité dominante. Donc, par exemple, vous racontez le cas de Raphaël et de son frère qui s'inventent un rôle de gangster pendant leur séjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter leur histoire et comment vous analysez leur mise en scène ? Donc Raphaël et son frère, c'est un groupe avec lequel j'ai passé un peu de temps pendant le séjour et que j'ai interviewé aussi après le séjour. Donc, ils me racontent après le séjour que, effectivement, quand ils étaient là-bas, ils se prenaient pour des gangsters, c'est vraiment leur mot. Ils me racontent notamment leur arrivée, où ils me disent, voilà, on était musique à fond, vitre ouverte, lunettes de soleil, on se la racontait à mort. Donc, on voit vraiment le côté très parodique, ça les fait rire. Ça les fait rire de me le raconter, mais ça les a fait rire aussi de le vivre comme ça. Mais ça a des effets réels, en fait. Déjà, ça transforme leur façon de parler, d'occuper l'espace, etc. Et surtout, ça transforme l'espace pour les autres. Et en fait, on a comme ça beaucoup de garçons qui, une fois sur place, vont s'autoriser ou se sentir poussés à performer une masculinité qui est plus bruyante ou plus risquée qu'habituellement. Pour essayer de se conformer à ce qu'ils perçoivent comme la norme locale. Et quand vous dites que ça a un effet sur les autres, quel genre d'effet ? On pourrait dire qu'il y a un effet d'entraînement, en fait. Certains, dans leur vie ordinaire, se comportent pas comme ça et donc vont changer de comportement dans l'espace du tourisme festif
pour se conformer à cette norme. Parce que les comportements, qu'ils soient genrés ou non, finalement, ils varient selon les rôles sociaux, les situations. Et alors, ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est que c'est aussi parce qu'il y a peu de femmes qu'elles sont extrêmement présentes dans les discours. Donc il y a une surenchère verbale permanente parce que la présence de femmes n'est pas là pour prouver leur hétérosexualité. Quand on est rabatteur ou rabatteuse, on assiste beaucoup à ça. Pour vous donner quelques exemples, et désolé, ça va être un peu cru, mais il y a un certain nombre de touristes italiens qui, quand ils voient des rabatteurs, plutôt des hommes, vont faire un geste pouce contre pouce, index contre index, et vont demander figa, qui veut dire la figue, ce qui désigne la vulve. Et donc pour eux, c'est une façon de demander est-ce qu'il y a des filles dans la boîte de nuit. Ou moi, quand j'étais rabatteuse, on me demandait souvent, on me disait bon oui ok, il a l'air super ton club, il y a une terrasse, tout ça, mais effectivement, est-ce qu'il y a des filles? Ou encore plus cru, si tu me garantis ce soir je vais là-bas, je baise, alors je viens. Ou On vous le disait de manière aussi explicite, quoi. Tout à fait. Et c'était très, très courant. C'est vraiment tous les soirs comme ça, plus autres propositions graveleuses, etc. Donc ça peut être assez violent. Et en fait, les rabatteurs et rabatteuses développent aussi des tactiques un peu d'humour pour mettre ça à distance. Moi, j'avais tendance à peindre un peu le lieu comme un harem, en faire des caisses jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que je me moquais un petit peu d'eux. Et ça peut prendre du temps parce qu'en fait, ils sont vraiment à fond dans cet imaginaire-là. Et alors pour revenir à Raphaël et son frère qui agissent comme des gangsters, concrètement, pourquoi ils font ça dans le sens, qu'est-ce qu'ils pensent que ça va leur apporter? Même si du coup, a posteriori, ils le racontent sur le ton de la blague, bon bah c'est quand même une persona qu'ils habitent tout le long de leur séjour. Alors déjà, simplement, ça les amuse. On est dans un déplacement touristique et c'est un moment où c'est possible de jouer un autre rôle social. Et donc ils en profitent. Après, cet autre rôle social, il n'est pas pris par hasard. Et s'ils choisissent celui-là, c'est parce qu'ils ont l'impression que la majorité des hommes sur place ont ce rôle et que c'est le rôle attendu. Et alors, quelle relation les jeunes hommes ont entre eux dans cet environnement qui me paraît quand même très concurrentiel de l'économie sexuelle et de la fête? Est-ce que vous avez observé ce qui pourrait s'apparenter, je sais pas, à un boys club géant, ou au contraire, vous avez observé peut-être des grandes tensions entre ces hommes qui justement sont là pour trouver des partenaires sexuels et en fait se retrouvent uniquement entre eux? Alors, oui, on pourrait croire que ça a des airs de boys club géant. En réalité, non, c'est pas un bloc homogène, ne serait-ce que parce qu'il y a une diversité sociale, culturelle, individuelle. Puis les normes de genre sont pas uniformes. Donc on a différentes manières de performer la masculinité, même dans des choses toutes petites comme le style vestimentaire, les langages, la posture, etc. C'est-à-dire, vous avez des exemples ? Oui, par exemple, on va avoir des groupes qui sont tous dans une masculinité que Rewin Connell appelle la masculinité marginalisée, donc plutôt des personnes de classe populaire et qui performent une masculinité, on va dire, loin de la masculinité des classes dominantes qui seraient un petit peu policées, etc. Donc avec une homophobie ostentatoire et une drague très bruyante. Mais en même temps, vous disiez que la plupart de ces jeunes hommes venaient de classe populaire ou de classe moyenne, non ? En effet, la plupart viennent de classe populaire. En tout cas, parmi ceux qui viennent de classe populaire, on va avoir des différences, ne serait-ce que des jeunes hommes qui vont avoir un look différent. Par exemple, des jeunes hommes qui vont être plutôt muscles apparents, Marcel échancré pour montrer ça, et voilà, montrer leur bronzage, etc., qui vont s'opposer aux jeunes qui ont plutôt des codes rap, et donc ceux qui ont plutôt des codes rap vont renvoyer les premiers à une homosexualité supposée. Les autres vont dire que les deuxièmes font fuir les femmes, en fait, et que c'est pour ça qu'eux, ils ont des problèmes. Donc voilà, en fait, non, il y a une opposition vraiment entre tous les... Mais alors ça, c'est ce qu'on vous raconte dans le cadre des entretiens, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'exprime même entre eux? Est-ce qu'ils se disputent sur ces sujets dans la station balnéaire? Il peut y avoir des disputes entre eux, des réflexions, etc. Après, c'est des choses que simplement j'ai vues vraiment sur place. Pour vous donner un exemple, c'est le groupe de Thomas. Donc c'est 3 jeunes hommes qui viennent d'un petit village de Haute-Savoie. Ils sont respectivement manutentionnaires, chauffagistes et intérimaires. Ils ont tous 21 ans. Et quand je leur demande pourquoi est-ce qu'ils ont moins aimé Salou que Lloret de Mar, une autre destination de tourisme festif en Espagne, il y en a un qui me répond parce qu'il y avait trop de Noirs et trop d'Arabes.
Donc lui, il se fait un peu écarter du groupe et il y en a un autre qui reprend la parole, qui me dit non mais en fait il y avait plus des rats de cité quoi, que des rats. Donc il y a clairement une expression extrêmement raciste, qui est pas tout à fait classiste, parce qu'ils viennent des mêmes classes populaires, mais vraiment une expression raciste qui peut être très très claire à Lloret des Mars. Ça, donc une différenciation, on se met à distance d'autres hommes aussi par le racisme, quoi. C'est une des modalités. C'est une des modalités. Une autre des modalités, c'est de dire, en fait, ou ceux qui posent problème, on va dire que c'est les gars de cité, ou alors on va dire que c'est les beaufs. De toute façon, c'est des façons de mettre à distance les problèmes et de se dire, moi, par contre, je n'ai pas de problème. On comprend que c'est un environnement très hiérarchisé dans ce que vous racontez. Tous les hommes ne sont pas à la même place ni au même endroit. Du coup, il se passe quoi pour ceux qui sont perçus comme étant à la marge, par exemple parce qu'ils n'ont pas les codes ou qui sont pas assez virils, jugés assez virils? Vous parlez du cas de Valentin, justement, qui permet d'illustrer un petit peu cette thématique. Est-ce que vous pouvez revenir sur sa trajectoire ? Alors, Valentin, il a 25 ans, c'est un homme blanc, il est ingénieur, donc plutôt une classe plus aisée que les autres. Et il me raconte qu'un soir, à Lloret, en boîte de nuit, il a vu un homme noir, ce sont donc ses mots et ses détails, un homme noir danser derrière une jeune femme blonde. Et donc blonde, sous-entendu blanche. Voilà. Et qu'il a décidé d'intervenir pour l'aider. Pour l'aider, c'est encore une fois ses mots. Et intervenir, en fait, pour lui, c'était danser devant elle et faire comme si il était avec elle, en fait, comme s'il se connaissait. Il m'explique que c'est quelque chose qu'il fait régulièrement quand il est chez lui. Ça lui permet aussi de draguer au passage la jeune femme. Mais ce qui va se passer, c'est que cette fois-là, elle l'a mal regardé et elle lui a dit « Mais il veut quoi ce bouffon ?» Et il n'a pas du tout compris ce qui se passait, parce que pour lui, il était gentil, il était protecteur, etc. Et donc, il finit son histoire en me disant « Les filles ici, elles aiment les gros lourds ». Donc, il s'est pas du tout remis en question, en fait. Il n'a pas remis en question son propre regard qui est probablement biaisé par des stéréotypes racistes. Il s'est pas dit qu'il avait interprété la situation comme une agression à cause de biais clairement racistes, en fait. Il s'est pas dit ça du tout. Il en a plutôt conclu que donc les femmes de Lloret avaient des problèmes. Donc c'est une histoire que je trouve importante parce que sur ce genre de sujet, c'est facile de tomber dans une dichotomie masculinité prédatrice versus masculinité protectrice qui serait moralement la bonne masculinité. Et on voit que c'est pas si clair. Et ce genre de réflexion, donc dénigrer la jeune femme qui l'a rejetée, c'est assez proche de ce qu'on appelle la figure du nice guy, et ça flirte clairement. Donc du gentil garçon, quoi. Voilà, le gentil garçon qui comprend pas pourquoi on le rejette. Oui, puis je trouve ça assez paradoxal parce que là, dans le cas de Valentin, c'est comme s'il projetait sur les autres hommes le fait que ce soit des gros lourds, alors que lui aussi, il est présent dans ce cadre de fête et de drague pour les mêmes choses en fait que les hommes qui désignent comme étant lourds. Je me demande ce que ça raconte aussi cette projection et cette déresponsabilisation de ses propres motivations peut-être. Oui, alors en fait, ce qui est assez drôle à voir, c'est que quasiment tous les hommes en présence vont faire ça. Et donc se déresponsabiliser alors même qu'ils sont tous, si ce n'est responsables, en tout cas ils font tous partie de cette scène-là. Oui, mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que précisément, c'est un pas vers les femmes qui est fait au nom, soi-disant, de leur sécurité, alors que le message sous-jacent, c'est que c'est surtout une manière de se rapprocher d'elles dans un cadre de séduction. Tout à fait. Et d'ailleurs, souvent, ceux qui rejettent en fait les hommes qui seraient des prédateurs, etc., le font aussi parce qu'ils disent ils sentent qu'ils en pâtissent en fait et que à cause d'eux, eh bien les femmes sont méfiantes et puis elles les prennent eux pour des prédateurs, ce qui est injuste pour ce qu'ils pensent eux. Vous avez déjà dit précédemment que on se différenciait aussi des autres hommes par le racisme, mais aussi l'homophobie. Du coup, j'ai envie de vous demander comment est envisagée l'homosexualité masculine dans ce cadre qui est vraiment annoncé comme un Eldorado hétérosexuel. Il y a une homophobie ostentatoire qui est très très claire. Peut-être que je peux vous raconter une anecdote, mais assez parlante. Donc, c'est Alexander. Donc, il est 3h du matin. Je suis avec une amie française qui est venue me rendre visite. Et Alexander, donc il y a un jeune touriste assez timide qui flirte un petit peu avec mon ami.
Et on regarde la piste de danse et il y a quasiment que des garçons dans la mousse. Et donc Alexander va dire « Quelle soirée gay !» clairement avec un ton dépréciateur. Et quelques secondes plus tard, il va ajouter « C'est pas le moment d'y aller pour vous deux, sinon vous allez vous faire toucher. » Donc, il y a un paradoxe évident entre ces deux phrases, dont il a... Bah oui, si les hommes sont gays, pourquoi ils iraient toucher les femmes ? Voilà, il a vraisemblablement pas conscience de ça. Il parle de lui à ce moment-là. Il est en train à la fois de mettre à distance l'homosexualité en disant « les autres sont gays, moi je ne suis pas gay », et de mettre à distance aussi la masculinité prédatrice supposée des autres pour dire « voilà, moi je suis un garçon fiable par contre ». Alors, pour revenir sur l'homosexualité... Très concrètement, il y a très peu d'hommes homosexuels qui viennent à Lloret en tant que touristes. D'ailleurs, il n'y a pas de club gay à Lloret. Il y a un bar gay, mais il est assez excentré, il est plutôt pour les locaux. Et en 16 mois de terrain, j'ai croisé 2 hommes gays. Ah oui, donc c'est un chiffre très marginal. Voilà. Enfin, en tout cas, qui se présentaient comme explicitement gays, parce que j'imagine aussi que dans cet environnement très homophobe, on le dit pas forcément. Oui, c'est certain. En l'occurrence, un des 2 que j'ai croisé, donc Mathieu, il le disait en tout cas pas à ses amis, parce qu'il était parti avec 2 amis hétérosexuels, il leur cachait son homosexualité. Donc il vous le dit à vous, sur le terrain, sans le dire à ses propres amis. Oui, on pourrait être surpris du nombre de choses qu'on dit à une anthropologue et qu'on ne dit pas... généralement, c'est une bonne façon aussi de pouvoir dire des choses et pouvoir s'exprimer. Mais en l'occurrence, il a essayé de le dire aussi pas mal à Lloret des Mars, à d'autres gens, parce que ses amis étaient partis draguer justement, et lui, il en avait marre, et donc il essayait de parler à des gens. Quand il sympathisait un petit peu, il a parfois dit qu'il était gay, aussi pour sortir justement de ce grand discours autour de la séduction qui le fatiguait un peu. Il n'a jamais eu d'agression directe par rapport à ça, mais il constatait vraiment un recul des personnes, avec cette idée, en fait, que la simple conversation avec un homme homosexuel menacerait l'image d'hétérosexualité des jeunes hommes. Vous voulez dire que s'il l'annonce à un homme, par exemple, qui est en face de lui, physiquement, l'homme va se reculer pour ne pas être contaminé par l'homosexualité de Mathieu? Pas pour ne pas être contaminé, mais pour montrer aux autres qu'il est homophobe. En fait, c'est ça, c'est que c'est vraiment une homophobie ostentatoire. Pour beaucoup, ces jeunes hommes sont... peut-être même pas si homophobe que ça. Il faut qu'il le montre, par contre. C'est vraiment très important de performer cette homophobie. Et puis, bon, voilà, et à part ça, il a trouvé que c'était particulièrement pénible parce qu'il me raconte qu'il a l'habitude d'être avec des hétéros, mais que là, à Lloret, vraiment, c'était vraiment une ambiance trop pesante et qu'il s'est même fait draguer par 2 jeunes femmes, alors qu'il leur avait dit qu'il était gay, mais que voilà, donc il n'en pouvait plus, il avait qu'une envie, c'est de partir. J'ai envie qu'on parle aussi des stratégies de séduction de ces jeunes hommes parce que vous les développez beaucoup dans votre thèse. Par exemple, vous dites que l'un des codes principaux de cette séduction, c'est le fait d'offrir des verres d'alcool, j'imagine, aux femmes, comme si ça forçait une dette de leur part, en un sens. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet ? Avant peut-être de vous répondre sur ça, il y a quelque chose qui est vraiment très important à comprendre, je pense. C'est que on est dans un cadre d'homosocialité où les femmes sont utilisées pour prouver l'hétérosexualité des hommes. Donc d'homosocialité, c'est vraiment les liens sociaux qui unissent les hommes entre eux dans leurs relations interpersonnelles. Tout à fait, mais donc c'est un espace où il y a une majorité d'hommes, mais où les liens sont forts mais ne sont pas sexuels. Et donc pour justement enlever toute ambiguïté, on a cette homophobie, on a de la misogynie, et on a le fait de draguer bruyamment. Mais en fait, les femmes, dans ce cadre-là, sont utilisées pour mettre l'homosexualité à distance. Donc en fait, l'important, c'est de séduire de façon ostentatoire, mais en tout cas d'être dans cette performance-là, mais pas forcément d'avoir une relation sexuelle effective, et pas forcément donc pas forcément que ça marche. Donc de séduire pour la reconnaissance des autres hommes. Exactement. Donc les techniques de séduction sont en réalité des techniques qui sont pour les autres hommes et qui sont pas forcément voués à fonctionner. Ça, c'est vraiment un point important. Après, quand vraiment ils sont dans une optique de drague qui serait fonctionnelle, on va dire. Offrir un verre, c'est un geste qui est un peu banal et qui est un peu vieillot, mais qui a toujours cours en réalité. Donc ça peut être au bar ou ça peut être après avoir dansé. Et effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la dette. Alors, déjà, c'est un geste qui est strictement unidirectionnel. C'est toujours un garçon qui va offrir un verre aux filles. Quand j'évoque le contraire aux touristes, que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs, ils rigolent et ils me regardent vraiment avec des gros yeux.
Et ils trouvent ça vraiment un peu ridicule. Ça s'ancre dans ce que l'anthropologue Paola Tabet a étudié notamment, et elle a montré que les cadeaux de ce type, dans ce genre de contexte, ils sont pensés comme une compensation du rapport sexuel, à l'avance en l'occurrence, comme l'est la rémunération prostitutionnelle. Et donc ça suppose une non-équivalence entre actes sexuels féminins et masculins, puisqu'il faudrait compenser cet acte-là pour la femme. Pour les femmes, c'est assez délicat de refuser. La justification classique, c'est la conjugalité, dire que voilà, elles ont un copain. C'est difficile de refuser simplement en leur nom, en disant voilà, Donc elles ne disent pas non au verre, elles doivent dire non parce que j'ai un copain ou pour toute autre raison. Tout à fait, c'est ça. Sinon, le refus sera difficile à entendre pour les hommes. C'est-à-dire qu'elles s'exposent ensuite, ces femmes, à ce que l'homme en face insiste, ne la lâche pas, etc. Exactement. Donc on voit que voilà, c'est quelque chose qui semble assez anodin, offrir un verre, mais qui peut être vraiment un outil de pression. D'autant que, alors si le verre est accepté, on va là avoir justement cette dette sexuelle en fait, où tout le monde part du principe que ce jeu, tout le monde en connaît les règles, et donc si on dit oui, ça veut dire qu'il va falloir aller plus loin. Pour les femmes, ça peut vouloir dire simplement qu'elles acceptent de rentrer dans un jeu de séduction, pas forcément qu'elles doivent quoi que ce soit de plus aux hommes, mais pour les hommes, ça va pas toujours être pris comme ça. Et puis voilà, ça révèle vraiment des scripts de genre qui semblaient assez anciens. Oui, c'est très désuet en fait. Surtout de voir aussi qu'en face, la réciproque semble complètement ridicule à leurs yeux. Qu'une femme puisse payer un verre à un homme, ce qui paraît quand même pas... incroyablement rare non plus, quoi. C'est une pratique qui se fait dans la séduction hétérosexuelle, et là, ça leur paraît délirant, quoi. Ça se fait, et là, non, là, ça leur paraît vraiment théâtral. On a vraiment l'idée que c'est l'homme qui doit faire le premier pas, que une femme célibataire, c'est une femme disponible, qu'une boisson offerte, ça amène une forme de rétribution ou de retour. Donc, oui, non, ça, c'est assez préoccupant sur ce genre de codes qui sont vraiment un peu à l'ancienne, oui. Et du coup, sur la question de l'alcool de manière générale, parce que là, on parle de l'alcool qui est offert aux femmes dans une optique de rétribution sexuelle, mais vous dites aussi que l'alcool, ça a une grande place dans les leitmotifs de ce séjour à Lloret-des-Mars. Pourquoi ils viennent rechercher cette ivresse extrême ? Enfin, qu'est-ce qui se passe à cet endroit ? Oui, l'alcool est absolument central dans ces vacances, encore plus peut-être que la séduction. Ça, c'est vraiment quelque chose où on y va pour boire. Dans une semaine entière de fête. Donc tous les soirs, ils vont sortir, ça commence des fois dès l'après-midi, et boire. C'est vraiment pris comme un environnement festif total. Donc boire beaucoup, boire trop, vomir, oublier sa soirée. Tout ça, c'est des preuves de virilité d'une certaine façon. Et puis, un peu plus que ça, c'est aussi des preuves qu'on est allé vraiment jusqu'au bout et qu'on a vécu quelque chose d'intense. Et donc là, on est plutôt dans des preuves de jeunesse, dans quelque chose qui est de l'ordre des normes de la jeunesse. Donc là, on revient à la question du rite de passage. En effet. Alors, les différentes fonctions de l'alcool, on va dire, à Lloret-des-Mars pour ces touristes, éviter l'ennui. Ça, c'est risque majeur, vraiment, c'est l'ennui. Donc, en buvant, ce sera un petit peu plus facile de s'amuser. Preuve de virilité, donc. Tenir jusqu'au bout de la nuit, parce que c'est très important aussi, de faire la fête jusqu'au bout. Éventuellement, relancer la fête par des shots, etc. Faciliter les interactions sociales, y compris avec les femmes, mais pas forcément. C'est plutôt entre hommes, puisque finalement, c'est ça le cœur des interactions. Et en réalité, ce qu'on va voir, c'est que c'est plutôt une bonne excuse. Par exemple, pour dire je me suis fait jeter, mais c'est parce que j'avais trop bu, j'étais trop bourrée, donc ça pouvait pas marcher. Voilà. Donc ça, c'est le grand tableau classique, on va dire, de l'alcool à Lloret. Mais là, on va être sur vraiment autre chose. Certains qui vont plutôt avoir tendance à boire moins, voire ne pas boire, en tout cas contrôler leur consommation, et qui vont chercher à identifier des femmes qui sont très ivres pour essayer de profiter de leur vulnérabilité, ou les faire boire aussi. Donc là, on est plutôt Tout en restant, eux, sobres dans une optique de contrôle, en fait. C'est ça. Donc là, on est clairement dans un schéma qui est plutôt de l'ordre de la soumission chimique qu'autre chose. C'est pas du tout le schéma majoritaire à Lloret, mais il y a des hommes qui me l'ont dit. Ils le disent comme ça. Donc ils expriment clairement qu'ils ont des techniques de prédation, en fait. Des techniques de prédation, voilà. À part ces cas vraiment de prédation effective, disons que dans la dynamique des groupes, c'est quand même quelque chose qui va ressortir, même si c'est de l'ordre de la blague. On va avoir des choses comme mais tente le coup avec celle-là, elle est bien bourrée, elle va pas dire non. Ils vont pas le faire, ou pas forcément, mais c'est quand même quelque chose qui plane, donc il y a quand même quelque chose d'un peu dérangeant. Et encore une fois, c'est utilisé non pas
pour de façon effective obtenir un rapport sexuel consenti ou pas d'ailleurs. C'est utilisé pour prouver aux autres hommes qu'on peut être dans cette façon d'agir ou de penser avec les femmes, quoi. Exactement. Vous racontez aussi que certains garçons se mettent en scène dans une logique de démonstration un petit peu ubuesque. Donc par exemple, vous dites qu'ils se mettent torse nu, qu'ils font des cris en groupe, qu'ils collent les filles en soirée, qu'il y a vraiment cette performance du corps aussi très forte. À quoi ça leur sert d'être dans cette performance écrasante de virilité, de masculinité par leur corps ? Alors, c'est des démonstrations, encore une fois, pour faire groupe entre hommes. Comme preuve de virilité, il y a aussi une pression sociale interne au groupe de se montrer, faire les fous, en rajouter, etc. Là encore, donner des signes qu'on profite, qu'on est dans l'intensité, etc. Sinon, ça s'ancre encore dans cette question de l'homosocialité, en fait, de devoir montrer qu'on est donc de vrais hommes, entre guillemets, parce que on est dans la violence, dans le bruit, etc., etc. C'est vraiment une façon de performer une certaine masculinité. Ouais, et puis d'occuper tout l'espace. Occuper l'espace, voilà. Mais là, se croisent un petit peu les normes de la fête et les normes qui sont plus genrées. C'est aussi une façon de faire la fête, de toute façon, de montrer qu'on a du plaisir, qu'on est en train de faire la fête, etc. C'est pas forcément quelque chose de viriliste non plus. Bon, dans cette émission, on parle surtout des hommes et des masculinités, mais je me demandais quand même, vu la démographie un petit peu de la fête à Liourette, quel genre de femmes vous y avez rencontrées et qu'est-ce qu'elles vous racontaient de leur expérience ? Alors, comme je vous disais, il y a des femmes qui se rendent absolument pas compte dans quel endroit elles ont mis les pieds, qui pensaient aller dans une station balnéaire classique, et généralement, elles sont assez surprises et plutôt mécontentes. Il y en a pour lesquelles c'est vraiment trop pénible. Trop pénible sur quel plan ? Il y a trop de pression au niveau des hommes, parce que je vous disais, donc ils sont pas dans une optique de séduction effective, mais ça fait qu'ils sont aussi dans un débordement, par contre, où dès qu'ils vont voir une fille, ils vont faire une réflexion. Il va y avoir des gestes déplacés sans cesse, des femmes qui se font toucher sans leur consentement dans les boîtes de nuit. Le fait d'être une femme seule en boîte de nuit, mettons par exemple parce que les autres sont allés chercher un verre ou n'aimaient pas cette chanson, enfin voilà, c'est pris comme une sorte de preuve de disponibilité sexuelle, puisque si elle est toute seule, c'est parce qu'elle cherche un partenaire en fait. Donc il y a vraiment une pression qui est quand même assez importante. Donc pour certaines, voilà, ça va quand même être pénible. On a même des jeunes filles qui viennent avec l'idée elles-mêmes de séduire. Je pense à 3 jeunes femmes d'Avignon qui m'ont dit « Nous, on est là pour la plage et les hommes », qui s'amusaient, etc. Et le soir, je les ai recroisées quand elles sont sorties de la boîte. Elles ont dit « Bon, on arrête de sortir en boîte, en fait, on va rester à l'appartement », ce qui est une stratégie assez classique, en fait. Après, il y a aussi des femmes qui s'approprient autrement l'expérience, qui, notamment parce qu'il y a un sentiment d'anonymat dû au déplacement touristique, vont s'autoriser des choses qu'elles ne s'autorisent pas chez elles. Donc, par exemple, justement, embrasser plein de partenaires ou avoir un rapport occasionnel, donc sans forcément de sentiments. Il y a une jeune femme qui m'explique qu'elle a décidé de perdre sa virginité à Liourette, donc elle l'a fait effectivement avec un inconnu, sans en parler à personne, parce qu'elle venait d'un petit village et qu'elle savait que sinon c'est le genre de choses qui faisait des histoires, donc là comme ça elle était tranquille. Et qu'est-ce qu'elle vous raconte de cette expérience ? Elle en est plutôt contente en fait. C'est vraiment, elle a pris le contrôle sur cette expérience-là qui pouvait être pénible ailleurs et qui ici... Voilà, ça s'est fait avec un garçon qu'elle l'a trouvé gentil simplement c'est elle qui a pris les rênes en fait de cette histoire. Donc ce que je vous dis là, c'est vraiment des expériences qui sont absolument pas majoritaires, mais il y a ces tentatives de renégociation en fait des codes genrés dans les marges. Par contre, c'est pas toujours très bien reçu par les hommes sur place en fait, qui parfois rejettent les filles qui vont se montrer trop entreprenantes. Donc ça aussi c'est assez drôle, c'est que en fait, une fille trop entreprenante, elle est pas conforme au rôle genré de la femme qui donc ne doit pas faire le premier pas. Mais alors, vu qu'il n'y a pas beaucoup de femmes et qu'il faut pas non plus qu'elles soient entreprenantes, on voit bien que ça réduit quand même beaucoup les chances. Et puis du coup, on voit bien encore une fois que peut-être la sexualité avec des femmes n'est pas le leitmotiv principal de ces hommes. En effet. Et alors vous disiez tout à l'heure que certaines femmes, par exemple, pour refuser un verre, vont dire non mais j'ai un copain pour échapper à cette séduction écrasante. Vous racontez dans votre thèse qu'elle développe tout un ensemble de dispositifs pour échapper au harcèlement, aux potentielles agressions sexuelles, de la même manière que les hommes vont développer eux des stratégies de séduction. Est-ce que vous pouvez nous raconter
comment les femmes font concrètement pour se protéger. Vous racontez plein de choses, par exemple, sur la façon dont elles occupent l'espace. Alors, elles vont rester en groupe, pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, qu'une femme seule, donc elle est vulnérable. Si elles n'arrivent pas à rester dans leur groupe, il y en a parfois certaines qui vont aller essayer d'intégrer, notamment en boîte de nuit, d'intégrer un groupe de femmes inconnues, mais le temps de retrouver leur groupe, et ça se fait vraiment très, très régulièrement. De toute façon, elles vont danser en bord de piste pour éviter d'être encerclées. Donc pour qu'il y ait le mur derrière elles. Le mur ou une sortie. Disons, voilà, une sortie, qu'elles puissent sortir et qu'elles ne soient pas encerclées par tous les hommes. Elles vont se tenir par la main pour traverser la salle. Donc en fait, il y a des petites solidarités féminines un peu discrètes comme ça, mais assez efficaces. Mais ça reste quand même assez pénible parce qu'il faut penser à beaucoup de choses. Puis aussi, plus la soirée avance et moins il y a de femmes qui vont souvent décider de rentrer dans leur hébergement ou entre elles ou alors avec des personnes choisies mais qui ne vont pas rester jusqu'à trop tard dans les boîtes de nuit puisque plus elles restent, moins il y a de femmes aussi, il y a cet entraînement-là et plus les autres sont ivres et plus ça devient dangereux. Et est-ce que les hommes ils se rendent compte de ces stratégies de protection qu'elles mettent en place ? Je suis pas sûre. Alors, vous avez cité ce terme en début d'entretien, le Putty Club. Vous en parlez beaucoup du rapport de ces jeunes hommes à cet espace-là. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et comment ça s'inscrit dans tout cet imaginaire de vacances chez ces jeunes hommes ? Donc les Putty Clubs, ce sont des établissements prostitutionnels qui sont assez présents en Espagne. Donc comme je vous disais, il y a un vide juridique en fait, ils ne sont pas illégaux. Donc c'est des établissements qui ont des allures de boîtes de nuit ou de boîtes de striptease, mais avec des chambres donc à l'étage. En l'occurrence à Lloret, il y en a 3 en périphérie de Lloret, donc il faut y aller en voiture ou en taxi, où il y a même des vannes qui sont sur la Riera et qui sillonnent l'avenue pour pouvoir amener les jeunes touristes. Et sinon, ils vont se rendre plutôt à la Jonquera, qui est à la frontière, qui est vraiment connue pour ça, où il y a beaucoup de Putty Clubs, dont 2 qui sont vraiment très très grands, avec plus de 80 chambres, etc. Et donc du coup, ces jeunes hommes, ils y vont régulièrement. Est-ce que là aussi, c'est un rite de passage ou pas du tout ? Alors, il y a plusieurs profils, mais disons que les jeunes touristes, moi qui m'en parle, le présentent comme un pis-aller, en fait, comme un plan B, parce que finalement, les filles en vacances sont pas si disponibles que ça. Et donc, ils ont des besoins à assouvir. En fait, cette rhétorique qui est assez faible, parce que si c'était une question de besoin, comme uriner ou manger, l'onanisme suffirait. Mais en plus, on voit que c'est surtout des Français qui vont dans les Putty Clubs, que ce soit à Lloret ou à la Jonquera. Et donc, sauf à penser que les autres jeunes des autres nationalités n'ont pas les mêmes besoins, ça pose quand même question. Alors, comment vous expliquez que ce soit principalement des jeunes Français ? Parce que c'est une attraction touristique, en fait, le Putty Club pour les Français, puisque les jeunes néerlandais ou les jeunes allemands ou belges, finalement, ont des maisons de passe ou des établissements prostitutionnels dans leur pays. Il n'y en a pas en France. Donc, pour les Français, c'est quelque chose un peu exceptionnel. Et donc, pour eux, ça va être pris, pour certains, comme l'occasion de le vivre au moins une fois. Il y a une part de curiosité. Il y en a une part aussi qui vont y aller et ne pas monter dans les chambres finalement, mais qui ont envie de voir. Il y a aussi des habitués de la pratique qui y vont régulièrement, notamment les frontaliers qui vont souvent à la Jonquera, et voilà, c'est encore autre chose. Et en tout cas, ces Putty Clubs, ils ont eux aussi un rôle de renforcement des liens masculins, puisque c'est un endroit où on va entre amis, en tout cas dans le tourisme festif, ils y vont pas tout seuls. Oui, et puis il n'y a pas forcément de femmes non plus dans les bars, sans même parler de monter dans des chambres, mais même qui viennent juste dans ce lieu, quoi. Ah, les femmes ne peuvent pas, les femmes extérieures ne peuvent pas aller dans les Putty Clubs. Elles n'ont pas le droit. Non, d'accord. Moi j'ai voulu y aller pour mon terrain justement, en parlant donc au rabatteur de Putty Club que je connaissais bien, parce qu'on se côtoyait tous dans la rue, et il m'a dit que non, ça n'était pas possible. Donc les seules femmes qui peuvent être dans les Putty Clubs, ce sont les travailleuses du sexe. Vous racontez aussi que les garçons se fabriquent des souvenirs qui permettent de consolider cet entre-soi viril, comme par exemple le fait de se faire tatouer après le voyage. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur cette fabrique masculine de souvenirs ? À vrai dire, ça pourrait se lire comme des sortes de trophées de ce paradis viriliste, etc. Mais je ne l'ai pas forcément étudié comme ça. Pour moi, c'était plutôt une façon de montrer de l'attachement au lieu des touristes, de pouvoir parler de ça. Du point de vue des jeunes touristes, en fait, c'est quand même, au-delà de tous ces aspects-là, donc
de sexisme, etc. Du point de vue des jeunes hommes, c'est une expérience qui est forte, de lâcher prise, une expérience amicale et personnelle importante, un rite de passage, etc. Donc l'enjeu pour moi, c'était aussi de ramener cette partie affective, en fait, cet attachement émotionnel au lieu pour pas tomber dans quelque chose de trop caricatural. Et voilà, d'amener les jolies choses qui existent aussi, en fait. Et alors, par exemple, ils se font tatouer quoi ? Yorette 2017. Vraiment. Oui. Il y en a un comme ça dans ma thèse, une image. Je crois que c'est Yorette 2017. En tout cas, Yorette avec la date. Et c'est une image avec deux vers qui s'entrechoquent. Et donc, ils vont tous se faire tatouer la même chose. Mais c'est pour se rappeler ce moment-là parce que c'est vraiment très important pour eux. Et il y a d'autres objets de souvenirs comme le tatouage ? Alors, on va avoir les bracelets de boîte de nuit qui vont vraiment s'empiler en fait sur le poignet, prendre beaucoup de place et qu'on va garder comme ça, collectionner. Même après le voyage, vous voulez dire ? Même dire. après le voyage, oui, tout à fait. Parce que c'est très important de parler de ce voyage après, à ses amis, etc. Pour moi, c'était vraiment important de venir nuancer aussi un petit peu le discours qui est parfois violent en fait sur ce type de tourisme, notamment de la part de certains habitants qui vont plutôt parler de tourisme de borrachera, donc ça veut dire tourisme de beuverie, ils disent pas tourisme festif, parce que mais ça donne une mauvaise image de la ville, ça amène des dégradations, etc. C'est réel, mais qui vont vraiment avoir un discours parfois un peu déshumanisant vis-à-vis des touristes, et puis prendre une masse de touristes comme ça, en disant mais on récolte le pire de toute l'Europe, c'est des sauvages qui savent même pas où ils sont, etc. Donc je voulais montrer que certes ils sont pas forcément venus pour le patrimoine médiéval de la ville, où je sais pas ce que les habitants attendent comme attachement, mais l'expérience à Lloret de Mar ou l'expérience de tourisme festif, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont à cœur en fait et qu'ils aiment. Et alors, on parlait de fabrique de souvenirs. Vous interrogez aussi la portée éphémère de ce type de tourisme. On reste pas toute sa vie en vacances. Du coup, elles deviennent quoi, ces performances de genre très explicites, très vocales de ces garçons une fois qu'ils sont rentrés chez eux ? Alors, on peut pas trancher tout net cette question. Disons que ces performances de genre qui sont extrêmement marquées, extrêmement exagérées, elles sont possibles à cette échelle, dans le contexte particulier du tourisme festif, mais elles s'effacent pas forcément au retour, effectivement. Ne serait-ce que parce qu'en fait, ils sont venus avec ces représentations sexistes. Donc, ça peut faire simplement qu'ils repartent avec, ou ça va se renforcer, ou voilà, ça peut les conforter dans un rapport viriliste à la masculinité. Mais surtout, tout ça va rester sous forme de récits, de souvenirs partagés, et ça va vraiment participer à la construction et à la perpétuation d'une norme masculine de la jeunesse, donc avec cette idée que on doit être excessif, on doit être dans la séduction, etc. Et même à l'idée que les paradis virilistes, ils existent en fait, et que effectivement il y avait des tas de belles femmes à Lloret disponibles sexuellement. Donc c'est que ces hommes, ils se construisent tout un récit a posteriori auprès des personnes qui sont pas venues avec eux, donc sur Lloret de Mar, pour aussi construire un peu leur mythologie de leur propre virilité, quoi. Complètement. Il y a une sorte de mise en cohérence a posteriori du séjour avec les attentes qu'ils pouvaient en avoir, mais là vous disiez qu'ils le construisent pour les autres, mais ils le construisent aussi pour eux-mêmes. C'est-à-dire que les exemples que j'ai de personnes qui ont reconstruit comme ça leur séjour, vraiment, je pense qu'ils ne me mentaient pas, ils ne mentent pas aux autres, ils y croient, ils ont vraiment reconstruit leurs souvenirs. J'ai un exemple, c'est celui de Kylian, que donc j'ai eu en entretien plusieurs mois après son séjour à Lloret, que j'avais suivi pendant son séjour, enfin lui et son groupe. Et alors, il m'explique que à chaque soirée, il mentionne Lloret, ou avec ses amis avec qui il était, ou aux autres, etc. Et notamment qu'il mentionne les filles. Donc il me dit, il y avait des culs partout, elles étaient toutes belles, nous on n'a pas vu de moche. Donc, bon... Sans parler du côté très cru. Et sexiste. Quand il était à Lloret, comme d'habitude, il y avait une majorité d'hommes, donc non, on ne peut pas dire qu'il y avait beaucoup de femmes. Ça le met en valeur de raconter ça, en tout cas dans sa norme de masculinité. Mais aussi, ça conforme Lloret à ce Lloret fantasmé, en fait. Il vient, dans son récit, conformer Lloret à ses attentes et aussi à celles de son auditoire. Ce qui est drôle, en fait, c'est qu'en plus, on est seul. On est dans un entretien. Donc, il sait très bien que je connais Lloret et que ce qu'il dit est pas vraiment crédible. C'est pour ça que je pense qu'il y croit vraiment. Que le récit a pris le pas sur la réalité. Et finalement, les souvenirs, ils durent plus longtemps que le séjour. Donc, quelque part, ils sont plus réels. Et en tout cas, ils ont des effets extrêmement réels. C'est justement de perpétuer cette image de Lloret comme donc, paradis sexuel, viriliste, etc.
Et alors bon, là on comprend bien depuis le début de la discussion que tous les hommes n'ont pas le même comportement dans cet espace-là, notamment aussi que toutes les masculinités ne se valent pas non plus. Est-ce que vous avez été témoin peut-être de pratiques moins virilistes de vacances entre mecs ? Enfin, est-ce qu'il y a par exemple des groupes qui se sont complètement émancipés de cette façon-là, d'être en vacances dans cet espace que vous avez étudié ? Oui, bien entendu. Alors déjà, de toute façon, même au sein des groupes, on va dire qu'il y avait des pratiques virilistes. Ils sont pas tout le temps dans des pratiques virilistes. Donc évidemment, hein, mais voilà, c'est important aussi de pas forcément réifier les choses. Et oui, avant tout, voilà, c'est quand même des vacances entre amis, et il y en a beaucoup qui avaient simplement envie de passer du bon temps, d'être entre eux, de se relâcher, qui n'avaient pas forcément une obsession ni de la drague, ni de montrer qu'ils draguaient, etc., et qui étaient en boîte pour s'amuser. Il y en avait certains aussi qui étaient simplement plus tranquilles, qui allaient pas forcément en boîte de nuit, qui restaient au camping, certains qui étaient en couple, avec ou sans leur copine du reste, et qui n'avaient pas envie de séduire d'autres personnes, certains qui avaient envie de séduire, mais parfois pour qui ça a marché finalement, mais qui ont fait simplement des rencontres tout à fait sincères, dans un plaisir partagé. Oui, heureusement, c'est pas non plus un enfer viriliste, mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont pris dans cet environnement avec cette norme-là, et donc ils doivent composer avec cette norme locale hyper viriliste, en l'adoptant, ne serait-ce que pour le temps du voyage, hein, comme je vous disais avec Raphaël, en la contournant, en s'en distanciant au moins par les discours. Il y a quelque chose aussi, c'est que ces formes-là, en fait, de performance, de façon de faire la fête, de vécu de la fête, elles sont rarement valorisées dans les récits collectifs. En fait, on va surtout retenir le sensationnel. Et le sensationnel, dans ce contexte-là, ça va souvent passer par des démonstrations virilistes. Donc, évidemment, il y a des tas de pratiques absolument banales, sympas. Il y a aussi beaucoup d'ennuis dans les fêtes de Lloret de Démarre comme d'ailleurs. Il y a de la camaraderie, il y a des rencontres, etc. Mais en fait, c'est moins spectaculaire, tout ça, on n'en parle pas. Donc, ça reste pas. Moi, j'ai essayé d'en parler aussi un peu dans la thèse, mais... Pour clôturer cet entretien, Alix Boirault, est-ce que vous auriez des œuvres à nous recommander sur les thématiques dont on a parlé aujourd'hui ? Alors, j'ai cherché. Et en fait, à part Spring Breakers, un film qui, à mon sens, est super intéressant, pas forcément sur les questions de genre, mais sur la question du rite de passage. Je trouve qu'il a extrêmement bien saisi le fait que, justement, le tourisme festif, ces lieux-là, à ces moments-là, ces espaces-temps, on peut pas y rester trop longtemps, sinon ça vire mal. Et c'est vraiment ce que montre le film, en fait. C'est que si on décide de rester, là c'est Spring Break Forever, bah ça fonctionne pas du tout et ça va vraiment virer au drame, en fait. Donc ça montre, en fait, que c'est des espaces liminaires qui doivent être pensés comme ça et qui sont des rites de passage et on peut pas rester là. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode des Couilles sur la table. C'était le numéro 116 avec l'anthropologue Alix Boirault. Je vous redonne le titre de sa thèse, « Là où vont les garçons, une anthropologie du tourisme festif, Lloret de Démarre, Costa Brava ». Elle est disponible en accès libre sur Internet. Après cette écoute, quelques recommandations. Alban Philly, notre directrice de prod, recommande le roman « Les garçons de l'été » de Rebecca Liguieri. Thomas Rozek, le rédac-chef, recommande le film « L'aventure, c'est l'aventure » de Claude Lelouch, notamment pour sa scène culte de La Démarche. C'est formidable, ça, c'est la façon de draguer les filles. Allez, Charlot. Charlot, regarde Charlot, regarde Charlot. Regarde Charlot. Du vélo. Ça, c'est le style. Ça, mais c'est non, mais c'est pas comme ça. Mais oui, c'est comme ça. Mais c'est moi qui lui ai appris, je vais vous montrer. Là, allez, va. Et moi, je vous suggère de voir un excellent film, How to Have Sex, réalisé par Molly Manning et sorti en 2023. Toutes ces références et celles qu'on a citées dans l'entretien sont sur la page qui accompagne l'épisode sur notre site. Le lien est à retrouver dans la description. Ça faisait un moment qu'on voulait le faire cet épisode, alors j'espère qu'il vous a plu. Si oui, vous pouvez en parler à vos proches et sur les réseaux sociaux, vous abonner au podcast et nous mettre 5 étoiles pour nous aider à rester bien référencés sur les plateformes d'écoute. Et puis si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio.
Les couilles sur la table, c'est un podcast créé par Victoire Tuaillon en 2017 et produit par Binge Audio. Le journaliste Talma Desta s'est occupé de la préparation, de mener l'entretien et de faire le montage. Paul Berthiaud était à la prise de son, la réalisation et le mixage. Marie Foulon, c'est la productrice de l'émission et elle s'occupe aussi de faire l'édition. Lise Niederkorn et Léna Fourgeau sont à la communication. Thomas Rozek, c'est notre rédac-chef, et moi je m'appelle Naomi Titi, je suis journaliste et depuis septembre 2024, je m'occupe de la supervision éditoriale des couilles sur la table. Merci infiniment à toute l'équipe et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour les épisodes qui suivent, je vous prépare une série d'été très spéciale puisque vous allez tout savoir sur le sperme. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien rater. Alors on vous dit à très bientôt et bonnes vacances d'été si vous en avez. Salut!